Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, alors je vais vous parler d'un sujet dont l'énoncé même semble contradictoire, l'historiographie de l'archéologie. C'est quoi l'historiographie de l'archéologie ? C'est, comme vient de le souligner Christian, ce serait une histoire de l'archéologie, ou une histoire des histoires de l'archéologie. Et tout de suite, c'est quelque chose de paradoxal, parce que d'un côté, qui mieux que les archéologues, est placé pour faire une histoire de l'archéologie. On connaît parfaitement les enjeux, on connaît parfaitement les débats, on connaît parfaitement les ouvrages qui ont compté, les polémiques. Et puis d'un autre côté, qui moins que nous, pouvons être capables de le faire sérieusement, dans la mesure où, en étant partie prenante, on n'a pas le recul historique sur ce dont on parle. Et puis surtout, faire une histoire de l'archéologie, les disciplines fonctionnent comme des familles. C'est comme faire l'histoire de sa propre famille. Il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des secrets de famille dont on sait tous les uns et les autres qu'il vaut mieux ne pas parler. Et c'est toujours forcément une histoire qui est positive, l'histoire de l'archéologie ou l'histoire de la famille. Forcément, on se dirige vers un état meilleur. Forcément, on tente de dépasser les erreurs de nos prédécesseurs pour aller vers un état de l'archéologie qui serait un état idéal. Et ça, forcément, c'est une vue de l'esprit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce dont j'ai choisi de vous parler, c'est de quelque chose qui pèse sur l'archéologie d'aujourd'hui, qui pèse comme un secret de famille, et en même temps qui pèse comme un problème qui nous concerne. Je veux parler de l'impact qu'a eu le nazisme sur l'archéologie, et pas seulement sur l'archéologie allemande, mais sur l'archéologie européenne. Et je voudrais vous montrer ce soir comment cette question, qui a longtemps été occultée et qu'on commence seulement maintenant à redécouvrir, comment cette question, en fait, nous concerne tous et, à un niveau beaucoup plus profond, concerne le problème même de l'archéologie. Donc, vous l'avez compris, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver une vérité dans l'histoire de l'archéologie, et je pense que cette vérité, on peut la trouver dans le rôle que joue l'archéologie au point de vue politique. Parce que si les archéologues souhaitent ne pas s'occuper de politique, à un moment ou à un autre, la politique s'occupe d'eux. Et il est très important pour nous, chercheurs, de savoir d'où nous venons, de savoir d'où viennent les concepts qu'on utilise, dans quelles conditions ils ont été forgés, pour qu'on puisse au moins, je ne dis pas faire notre travail d'une manière idéale, mais de le faire avec cette distance critique qui nous manque lorsqu'on a le nez sur notre sujet. Donc j'ai intitulé cette présentation de cet après-midi « L'archéologie nazie, un passé qui ne passe pas », en référence à ce fameux livre qui évoquait la période du régime de Vichy. Alors, ce qui est très important de souligner, c'est qu'en Allemagne, mais la situation serait la même en France à propos du régime de Vichy, il n'y a pas eu de dénazification réelle de l'archéologie allemande après 1945. Il n'y a pas eu de dénazification parce qu'après 1945, on s'est préoccupé de poursuivre des criminels de guerre et on a eu tendance à considérer que les archéologues faisaient un travail innocent, qui n'avaient pas de sang sur les mains, qui s'occupaient uniquement de faire des fouilles et que donc leur responsabilité dans le régime était relativement limitée. Et puis surtout, et c'est ce qu'on va voir maintenant, la plupart des archéologues qui se sont mis au service du Troisième Reich appartenaient à une génération de jeunes gens qui, à l'époque, avaient pas 30 ans, avaient entre 24 et 30 ans, et qui ont continué leur carrière après-guerre, qui l'ont continué en accédant à des postes dominants dans l'archéologie allemande, dans l'université en particulier, où ils ont continué à former des étudiants, certains jusqu'à la fin des années 70, voire même jusqu'au début des années 80. Et il y a donc eu, moi je m'en souviens très bien, parce que j'ai commencé à faire de l'archéologie dans les années 80, il y a eu pendant toute une période ce que les archéologues allemands
Bettina Arnold et Nick Hausmann ont parlé, une conspiration, ont évoqué sous le nom d'une conspiration du silence. Il y a eu une véritable omerta qui a pesé sur la compromission de l'archéologie avec le nazisme. Il était évidemment très mal vu et impossible de révéler le passé nazi des archéologues dans la mesure où ils occupaient une position dominante, et c'était d'autant plus difficile que leurs élèves occupaient des positions clés à l'université, et aujourd'hui ces élèves commencent à partir en retraite. Ce qui est très intéressant et très important, c'est qu'en fait, pendant de nombreuses années, jusqu'aux années 80, il y a eu un véritable travail de recyclage, ou pour dire les choses d'une manière plus crue, de blanchiment des recherches menées sous le Troisième Reich, qu'on a présenté sous la forme anodine de travaux archéologiques qui n'avaient pas d'arrière-plan idéologique. Vous avez là, par exemple, ce plan d'un village, le Wasserburg de Buchau, dont on ne vous dit pas que c'était une fouille clé. C'est un ouvrage consacré des années 80, un ouvrage français consacré à l'archéologie de l'habitat en Europe celtique. Et ce plan, on ne vous dit pas que le Wasserburg de Buchau, ce sont des fouilles clés. C'est la vitrine archéologique du parti nazi en Bade-Württemberg. De même, dans cette image très anodine et peut-être un petit peu naïve de ce couple enterré presque la main dans une chambre funéraire d'un tumulus celtique, on ne vous dit pas que cette image, redessinée dans les années 80, provient de fouilles réalisées sous les ordres de Himmler dans le tumulus du Hohe-Michele près de Stuttgart. On ne savait pas non plus pendant de nombreuses années que les deux archéologues hilars qui sont là, l'un est Wolfgang Kimmich, l'autre Wolfgang Dehn, ami d'université depuis les années 20, celui de gauche travaillait dans un service chargé de la germanisation de l'archéologie française, le bureau préhistoire et archéologie, qui dépendait du haut commandement militaire à Paris. Et puis celui d'à côté, Dehn, était SS dans la faction la plus méchante des SS, celle qui s'intitulait Rasse und Siedlungen, race et habitat, et qui était notamment chargée de la réorganisation raciale de l'Europe. Bref, pendant 50 ans, les travaux très importants, on va le voir, qui ont été menés sous le Troisième Reich ont été en quelque sorte recyclés, réintroduits dans la recherche, comme s'il s'agissait de simples documents archéologiques, alors qu'en fait, vous allez voir, leur arrière-plan idéologique était plus que fort. La situation n'a véritablement commencé à changer en gros, après la chute du mur de Berlin, le tournant se situe dans les années 90. Dans les années 90, de nombreuses sources d'archives qui n'étaient pas disponibles parce qu'elles étaient à l'Est sont tout d'un coup devenues consultables. Et il s'est joint à ce phénomène, un phénomène tout naturel d'érosion des générations, qui a vu la plupart des acteurs de cette période mourir avant la fin des années 2000, dans les années 90 pour l'essentiel. Donc ce sujet qui était un sujet brûlant dont on ne pouvait pas parler parce que les jeunes étaient encore vivants, par cette conjonction de facteurs, est devenu un sujet sur lequel il était possible d'enquêter. Et l'enquête, elle est devenue vraiment possible à partir du moment où on a pu consulter l'énorme masse d'archives. D'ailleurs, ce qui a été exploré, c'est une masse minuscule dans cette mer de papier qu'ont laissé les incendies du Troisième Reich. C'est devenu possible à partir du moment où les gens sont morts. Et puis surtout, il y a un phénomène de génération qui est très important, c'est-à-dire qu'à partir des années 80, il y a une nouvelle génération d'étudiants, c'est pas la mienne, c'est celle qui vient après moi, de jeunes gens qui aujourd'hui ont une trentaine d'années, qui n'ont plus ce rapport de secret malsain avec le Troisième Reich et qui ont commencé à aborder cette période douloureuse et terrible de l'histoire allemande sous un angle qui est un angle historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Quels étaient les programmes? À quoi ils visaient? Et donc à commencer à s'intéresser à ce sujet tabou qui avait été caché, qui avait été occulté comme un simple sujet historique. Et on a pu voir, ici vous avez quelques images, on a pu voir, c'est là-dessus qu'on va revenir tout à l'heure, combien l'engagement des archéologues allemands au service du nazisme avait été profond, beaucoup étant non seulement membres du parti nazi, mais participant activement à l'organisation des SS. Vous avez par exemple là ces deux personnages, l'un avec la mine patibulaire coiffée en arrière, c'est Hans Zeiss, qui a eu un rôle très important dans le développement de l'archéologie mérovingienne en Bourgogne et dans le nord de la France. Et puis à côté, vous avez Herbert Jankuhn, qui lui
a eu un rôle très très important dans le développement de l'archéologie du Haut Moyen-Âge. C'est lui qui a fouillé le fameux site de Haithabu, un grand établissement viking d'Allemagne du Nord, et qui a continué à enseigner à l'université à Göttingen jusqu'à la fin des années 70, au début des années 80. Alors, qu'est-ce qui peut définir l'archéologie sous le nazisme ? Un des maîtres à penser dont se réclame l'archéologie du Troisième Reich, c'est Gustav Kosina, que vous voyez, c'est le petit homme avec la petite barbichette blanche située à droite de l'image. Kosina est mort avant l'avènement des nazis, mais c'est un linguiste qui s'est emparé de l'archéologie et qui a défini l'archéologie, selon sa formule, comme une science d'intérêt éminemment national pour l'identité allemande, bien sûr. Parce que ce qui intéressait Kosina, c'était de trouver, grâce à l'archéologie, quel avait été le berceau, l'origine de ce qu'on appelait à l'époque les Indo-Germains, le peuple originel à l'origine de la race ou de l'ethnie allemande. Ces deux mots étant à prendre avec des énormes guillemets. Et Kosina est l'inventeur d'une archéologie particulière qu'il a appelée Siedlungsarchäologie, archéologie des habitats. Et en fait, l'archéologie de Kosina c'est une archéologie ethnique. Ça consiste à dire que les types d'objets ou les types de vestiges qu'on découvre dans le sol, eh bien, on observe que ce n'est pas aléatoire leur distribution. On observe qu'un certain type de maison ou un certain type de décor de vase, en général, vous le trouvez distribué à l'intérieur d'une zone géographique particulière. C'est ce qu'on appelle les faciès culturels. Et pour Kosina, il ne fait pas de doute que ces faciès culturels ont une signification ethnique, et plus particulièrement qu'elles ressortissent de la race germanique. Donc, en faisant la distribution de ces vestiges qu'on identifie comme germaniques, on fait en fait la carte du peuplement germanique de l'Europe. Et on découvre des choses absolument bouleversantes, c'est-à-dire qu'on découvre que des zones qui aujourd'hui sont occupées par des peuples complètement différents, comme les Polonais par exemple, ou les Belges, ou les Hollandais, eh bien en fait, pendant la préhistoire, à l'époque néolithique, étaient occupés ou ont été colonisés par des peuples qu'on peut définir comme de caractère biologique germanique. Donc vous voyez immédiatement l'intérêt que ça peut porter, ce type d'archéologie, c'est que rapidement on passe d'une archéologie purement ethnique à une archéologie raciale, et puis surtout ça devient un outil, ça devient comme l'a dit Kosina lui-même, dans ces conditions l'archéologie devient une discipline de combat. C'est quelque chose qui légitime en fait, qui prouve l'identité l'identité germanique de territoires qui ne le sont plus. Et donc, mettre en application la science de Kosina, c'est tout simplement trouver une légitimité dans l'annexion de territoires à l'Allemagne qui aujourd'hui ne sont plus germaniques, dans la restauration, si vous voulez, du rôle dominant qu'avait eu la race germanique au cours du passé. Alors, en fait, ce qu'il est très important de souligner, c'est que, et ça on va le voir tout à l'heure dans la suite de cet exposé, l'archéologie, ça joue un rôle très très important sous le Troisième Reich. Parce que cette nouvelle archéologie, en fait, comme vous pouvez le percevoir, elle fournit une légitimité scientifique au programme idéologique du Troisième Reich. Les diatribes antisémites de Hitler, sans la démonstration biologique, sans la démonstration archéologique, ça n'est que des vociférations politiques. À partir du moment où vous commencez à constituer un ensemble de recherches pluridisciplinaires dans lesquelles à la biologie se mêle l'archéologie, la linguistique, l'étude des traditions populaires, vous obtenez une doctrine qui sert de support au programme de réorganisation de l'Europe. Et en fait, c'est ce rôle-là que joue l'archéologie sous le Troisième Reich. Elle vise, et c'est ce qu'on va voir à l'instant, elle vise à réécrire complètement sous un angle racial l'archéologie européenne pour en faire une histoire qui est une histoire complètement germanique. Et puis, surtout, et ça c'est quelque chose qu'il est très très important de souligner, c'est que comme il s'agit d'un enjeu très important pour le régime, c'est une chose qui nous est difficile de comprendre, mais elle est aux mains d'institutions qui sont en rivalité les unes avec les autres. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire du Troisième Reich, c'est une histoire courte, qui dure même pas une dizaine d'années, de 1933 à 1944, en fait, diverses institutions vont lutter pour obtenir le pouvoir sur l'archéologie
allemande, et celles qui auront le pouvoir au début de cette histoire ne seront pas celles qui auront le pouvoir à la fin de l'histoire. En gros, il y a deux organismes qui sont en lutte. Il y a un organisme tout à fait dominant au début qui s'appelle le Reichsbund für deutsche Vorgeschichte, c'est-à-dire l'organisation fédérale du Reich pour la préhistoire allemande, qui est une émanation du parti nazi. Et puis, il y a un autre organisme qui, au début, est tout petit, qui dépend de Himmler, qui s'appelle le SS Ahnenerbe. Ahnenerbe, ça veut dire l'héritage des ancêtres, qui est basé à Berlin et qui, rapidement, en vient à supplanter le parti nazi dans son entreprise de contrôle de l'archéologie. Alors, vous avez là, à gauche, une image que les archéologues reconnaîtront certainement. C'est l'inauguration d'une exposition qui se tient en Scandinavie, avec, vous reconnaissez Hitler, sa petite moustache et ses poings serrés. À côté de lui, les bras croisés dans le dos, c'est Goebbels. Et tous les deux contemplent la reconstitution d'une de ces fameuses sépultures du Jutland, ces sépultures de l'âge du bronze, dans lesquelles on a trouvé des momies conservées à l'intérieur de cercueils dans des troncs de chêne. Et vous voyez que c'est une reconstitution extrêmement flatteuse. C'est un guerrier, évidemment blond, enterré dans son cercueil de bois, revêtu de peau de bête. Et c'est quelque chose qui est très très important pour l'archéologie du Troisième Reich, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez vu dans la carte précédente, les recherches d'archéologie préhistorique tendent à situer le berceau de ce peuple originaire germanique en Scandinavie. Et donc, vous voyez derrière aussi quelque chose de très important. Vous voyez une grande pierre gravée avec des runes. On considère également que les runes sont l'écriture particulière de l'ethnie germanique qui apparaît, qui est une sorte d'alphabet, de premier alphabet, qui fait le pendant aux alphabets sémitiques, évidemment, qui aurait été inventé spécialement par la race germanique du peuple originaire de Scandinavie. Alors, comment caractériser l'archéologie sous le Troisième Reich ? Eh bien, et ça c'est une question qui a souvent été sous-estimée, il faut dire que l'archéologie connaît à cette époque-là un essor absolument sans précédent. Et on pourrait même dire que lorsqu'on regarde l'histoire de l'archéologie à l'échelle entre le 19e siècle et le 21e siècle, c'est le moment où l'archéologie passe d'une activité de savant isolée, artisanale, à une activité professionnelle, organisée, menée sur de très très grandes surfaces. Et vous voyez tout de suite la technicité qui est investie dans ces nouvelles fouilles. Alors qu'au XIXe siècle, quelques savants employaient des ouvriers pour faire un petit sondage, prendre des échantillons dans un site. Là, on utilise la force de travail pour décaper des sites complets, pour les mettre complètement à nu. On mène des fouilles avec des dizaines, voire parfois même des centaines d'ouvriers. On décape des bâtiments complets. Les fouilles sont menées d'une manière à une échelle totalement inconnue. Vous avez sur la photographie du milieu une image de cette fouille du tumulus du Haut-Michele réalisée par le SS Ahnenerbe. Et pour la première fois, c'est une fouille professionnelle qui est menée pendant 1 an et demi avec une équipe nombreuse d'ouvriers professionnels, effectuée, comme vous le voyez, directement sous le contrôle SS. Et on n'a jamais réalisé des fouilles à un tel degré à la fois de technicité et de professionnalisme. De la même manière, lorsqu'on regarde les chiffres, les services d'archéologie, les services qui s'occupent de l'archéologie dans les landes, dans les pays, avant 1933, il n'y en a quasiment pas, il y en a un. Et lorsqu'on atteint 1939, vous voyez, il y en a 9 et 14 en 1943. Donc on met en place, et là encore c'est quelque chose d'assez perturbant pour nous, on met en place des cadres pour s'occuper de l'archéologie qui sont des cadres modernes, c'est-à-dire des services qui s'occupent de recenser les découvertes fortuites, qui s'occupent de faire l'inventaire des sites archéologiques, qui s'occupent de faire des fouilles de sauvetage, lorsque par exemple on construit les grandes autoroutes du Reich, ou qu'on aménage un centre-ville pour y installer des batteries antiaériennes, eh bien, il faut faire des fouilles, on fait des fouilles préventives. Ces services d'archéologie, ça recrute des professionnels. Il est loin le temps où l'archéologie est une archéologie d'amateurs. Le deuxième point sur lequel
insiste le régime, c'est l'enseignement, et un enseignement professionnel. De la même manière, vous voyez le nombre des chaires d'archéologie, relativement limité en 1933, qui atteint 25 chaires en 1942. Dans ces chaires d'archéologie, on met l'accent sur une discipline qui s'intitule d'elle-même Deutsche Vorgeschichte, la préhistoire allemande, la préhistoire de l'Allemagne. On s'intéresse aux antiquités, à l'archéologie du territoire allemand, au passé des Allemands eux-mêmes. Et cette Deutsche Vorgeschichte, en fait, c'est plus qu'une préhistoire allemande, c'est une archéologie raciale. C'est une réécriture du passé pour montrer que les grandes civilisations qui ont dominé l'Europe, les grandes innovations technologiques, l'invention de l'agriculture, la dispersion de l'agriculture, etc., sont le fait non pas d'innovations venues de l'extérieur, mais véritablement d'innovations européennes qui sont le fait d'une seule race, d'un seul peuple, les Germains. Donc vous voyez comment, en fait, l'archéologie, parce qu'on en a une image qui est toujours fausse, le Troisième Reich, c'est un État totalitaire, ce n'est pas un État qui tolère l'archéologie comme une pratique sympathique. L'archéologie devient une prérogative de l'État nazi. C'est un élément de son idéologie, de sa propagande, et c'est un élément de sa justification, de la justification idéologique de sa politique. Il y a plusieurs fronts sur lesquels lutte l'archéologie allemande. Et il y a le front de l'Est, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et il y a le front de l'Ouest, qui nous intéresse plus particulièrement et qui vise à résoudre une question toute simple, qui est celle de savoir quelles seront les frontières définitives du Reich quand la guerre sera terminée. Vous savez qu'il y a une frontière, il y a un front qui s'est stabilisé en 1940, c'est ce que vous voyez dans la carte en bas à gauche. On a réintégré, réannexé l'Alsace et la Moselle au Reich allemand. On a considéré que ces territoires faisaient pleinement partie du Reich. Et puis on a créé ce qu'on a appelé une zone interdite. C'est une sorte de glacis qui s'étend de la mer du Nord jusqu'à la Suisse et qui est constitué d'un territoire promis à la germanisation. Alors les limites de ce territoire, tels qu'ils seront lorsque le Reich aura gagné la guerre, elles sont indécises. Et les stratèges allemands, en fait, s'appuient sur des frontières anciennes, comme les frontières du traité de Verdun, par exemple, pour définir quelle doit être la frontière territoriale du futur Reich avec la France, c'est-à-dire avec des populations non germaniques. Et évidemment, ça, c'est un thème de recherche, parce que pour définir cette frontière, cette limite, on fait appel évidemment en premier lieu aux archéologues. Et on demande aux archéologues de dire où ça s'arrête, le territoire traditionnellement germanique de l'Est de la France. Est-ce que ça s'étend jusqu'à Paris? Est-ce que ça va jusqu'à la Seine? Où ça s'arrête au contact de la Bretagne? Ça va être le travail des archéologues qui seront mandatés par le Troisième Reich que de définir cela. Alors, il y a deux auteurs très importants qui auront un rôle majeur dans le développement de l'archéologie mérovingienne, qui sont Franz Petri et Franz Steinbach, qui, eux, en s'appuyant sur les données archéologiques qu'ils mêlent aux travaux de la linguistique, tentent de démontrer qu'en fait, toute cette portion que vous voyez là, à l'intérieur de cette ligne de démarcation, eh bien, en fait, traditionnellement, a toujours été d'identité germanique, au moins depuis les Francs. Et le travail qu'on va demander aux préhistoriens, c'est pourquoi les préhistoriens, et notamment les proto-historiens, jouent un rôle très important. Le travail qu'on va leur demander de faire va être de montrer qu'avant l'époque du Haut Moyen-Âge, eh bien déjà, dès l'âge du bronze, dès le néolithique, dès l'âge du fer, il y avait eu régulièrement des phases de colonisation germanique dans ces territoires. Alors, l'archéologie marche la main dans la main avec la linguistique, mais elle marche aussi la main dans la main avec la démographie et avec la géographie. Et vous avez là, par exemple, une petite carte qui a été retrouvée en Moselle. C'est une carte de la main de Christaller. Walter Christaller, c'est un géographe fameux qui a été beaucoup utilisé dans les années 70, notamment dans l'archéologie de l'âge du fer. C'est lui l'inventeur de l'utilisation de ces polygones de Thyssen. Vous voyez une petite carte qui est un projet de réorganisation administrative de la France, de manière à ce que les régions qu'on mettra en place soient les
les plus efficaces en fonction de sa théorie de la répartition des centres politiques. Alors, nouvelle archéologie, mais surtout nouvelle méthodologie. Là encore, le contraste avec l'archéologie du XIXe siècle ou du début du XXe est extrêmement frappant. L'archéologie du Troisième Reich développe les méthodes de laboratoire, développe des nouvelles méthodes de fouille. Vous voyez ici de très très grandes tranchées. Vous avez en bas à droite une vue du tumulus du Haut-Michele et vous voyez l'ampleur de la fouille avec les petits wagonnets. C'est une fouille vraiment de très très grande dimension. Pour la première fois, on utilise le matériau archéologique comme une ressource qui doit être gérée. On conçoit la fouille archéologique comme un processus de traitement des données, depuis la fouille jusqu'au traitement des objets en laboratoire. L'accent est porté sur des choses qui sont toujours cruciales aujourd'hui, l'inventaire archéologique, les fouilles préventives, l'archéologie urbaine, un programme complètement moderne. Et puis surtout, on commence à développer de manière vraiment systématique l'étude des stratigraphies, les méthodes stratigraphiques et les études paléo-environnementales. L'appel aux sciences naturelles pour étudier les pollens, pour étudier l'appel à l'archéobotanique pour étudier les restes végétaux. Bref, une archéologie qui fait plus que préfigurer l'archéologie moderne d'après 1945. Des méthodes nouvelles, un programme nouveau, et surtout, ce qui est très très important pour le régime, des moyens de diffusion révolutionnaires qui font appel aux techniques, on dirait aujourd'hui les techniques de communication, aux médias les plus modernes. Alors parmi ceux-ci, évidemment, les expositions. Et pour la première fois, ce ne sont pas des expositions qui sont destinées aux spécialistes, c'est des expositions qui visent spécifiquement le grand public, spécifiquement le public qui ne connaît pas l'archéologie. Et ce qu'on veut montrer à ce public, c'est non pas ce que font les scientifiques, mais c'est l'image du passé tel qu'il était lorsqu'il était le passé. Une image grandiose, évidemment. On veut leur montrer les réalisations spectaculaires de leurs ancêtres germains. Donc, ça passe par les maquettes. Et vous voyez ici une réunion d'enfants des écoles à qui on montre ce village de Wasserburg. C'est le village que vous avez vu en plan schématique dans l'ouvrage que je vous ai présenté au tout début de cet exposé. On utilise aussi des techniques nouvelles de musées de sites, ce qu'on appelle en allemand les musées de plein air, des reconstitutions des villages néolithiques ou des villages de l'âge du bronze en grandeur nature, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent vraiment s'immerger dans le passé tel qu'il était. On pénètre sur ce village lacustre par le même ponton qui était celui par lequel on y pénétrait à l'âge du bronze. À l'intérieur des maisons, on trouve le foyer, on trouve l'endroit où les gens dorment, on trouve aussi des gens qui coulent du bronze, qui coulent les objets en bronze, les mêmes types d'objets en bronze qu'on faisait à l'époque, donc déjà de l'archéologie expérimentale. On présente l'archéologie dans des magazines grand public, en particulier dans les magazines féminins ou dans les magazines culturels. L'archéologie tient une très grande place. Et là encore, l'idée, c'est de vulgariser l'archéologie. L'archéologie est présente dans les films, dans les reportages, à la radio. Bref, on utilise tous les médias les plus modernes, les plus actuels, pour toucher non pas le public des spécialistes, mais le grand public, et lui montrer une image nouvelle de l'archéologie. Alors, ce que je voudrais vous présenter un petit peu aujourd'hui, c'est quel rôle joue la France à cette époque dans ce dispositif. Je vous ai dit qu'il y avait deux grandes institutions rivales, le Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte et le SS Ahnenerbe. Le SS Ahnenerbe, c'est l'institut scientifique de la SS. Il possède plus de 70 cellules de recherche. Et ce qui est très frappant pour nous, c'est que en fait, l'archéologie n'est qu'une pièce de dispositif. Il y a des archéologues, mais il y a aussi des linguistes, il y a aussi des gens qui s'intéressent aux arts et traditions populaires, il y a des ethnomusicologues, il y a des ethnologues, il y a des médecins, il y a des gens qui travaillent évidemment sur les questions d'identité raciale, biologique. Bref, c'est une organisation véritablement pluridisciplinaire. Et l'archéologie est un élément intégré de ce dispositif. Et l'objectif des fouilles archéologiques du SS Ahnenerbe, c'est de mettre évidemment en valeur de la manière la plus spectaculaire possible les sites majeurs, de créer, si vous voulez,
les sites clés de ce que doit être l'archéologie germanique de l'Europe. Alors, évidemment, on va s'intéresser à des sites extrêmement prestigieux, ou du moins dont on essaye de faire des sites prestigieux. Vous avez ici une image de la fouille c'est une fouille d'un paléolithicien qui s'appelle Julius André, qui fouille le lieu de culte germanique des Externsteine. On essaye de faire de ces accumulations de roches un lieu typiquement germanique du culte des forces naturelles, du culte des rochers, des eaux. Et vous voyez tous ces charmants jeunes gens travailler avec des wagonnets, torse nu, en uniforme. Donc déjà, c'est une recherche très enrégimentée. Hein. On fouille également ce tumulus dont je vous ai parlé, le tumulus du Haut-Michele. Vous en avez ici une image avec une mise en scène sur laquelle flotte l'étendard des SS, et qui est, là encore, on fouille le plus grand tumulus monumental qu'on connaisse en Allemagne, qui est un tumulus du premier âge du fer. Et l'idée qui est derrière ça, c'est de montrer qu'en fait, les gens de l'âge du fer, en Allemagne du Sud, sont des gens qui ont fondamentalement une identité germanique. C'est-à-dire que c'est fondamentalement des seigneurs de guerre, c'est fondamentalement des gens qui sont enterrés en armes sur des chars, c'est des gens qui sont capables de mobiliser une main-d'œuvre impressionnante d'origine agricole pour se faire construire d'énormes monuments funéraires. Ce sont des gens qui habitent des enceintes fortifiées parce que c'est une seigneurie de guerre, ce sont des hommes de guerre. Bref, on cherche à restituer partout, tant qu'on le peut, l'image d'une société dominée par ce qu'on appelle des Führers, des gens qui sont capables de mener leur communauté. Et les différentes fouilles qui sont réalisées visent à restituer cette image grandiose du passé germanique. Alors là encore, je voudrais ouvrir une parenthèse, parce qu'on a tendance à considérer d'une manière souvent caricaturale que l'archéologie nazie, en fait, tord les données, qu'elle les distord. En réalité, quand vous regardez la documentation archéologique de ces fouilles, c'est une documentation absolument impeccable. On n'a jamais fait aussi bien dans la finesse de l'enregistrement, dans la précision des données. Là où les choses sont perturbées, c'est un niveau plus profond et pour nous plus dérangeant. Ça n'est pas qu'on fouille mal les sites sont fouillés d'une manière extraordinaire, mais on ne fouille pas n'importe quel type de site. On fouille par exemple uniquement des sites funéraires dans lesquels on va pouvoir trouver ces seigneurs de guerre, où on fouille uniquement ces lieux de culte naturels très très impressionnants comme les Externsteine, ou bien on fouille des sites d'habitat qui est extrêmement étendus comme le Haithabu en Allemagne du Nord. Et on ne fouille pas les sites qui ne permettent pas de valoriser cette image. Ce qui va poser un énorme problème, et ça on en parlera tout à l'heure, après-guerre, lorsqu'il s'agira de discuter ce corps de données énorme qui aurait été constitué sous le Troisième Reich. En réalité, le SS Ahnenerbe, qui devient l'organisme vraiment dominant à partir de 1941 sous l'égide de Himmler, partout en Allemagne et partout dans les territoires occupés par l'Allemagne, d'une manière paradoxale, il échoue à supplanter le Reichsbund, qui est l'organisme du parti nazi en France. Parce que le Reichsbund, les gens du Reichsbund et son directeur qui s'appelle comment s'appelle-t-il, Reinhardt, qui s'appelle Hans Reinhardt, ont développé des liens extrêmement précoces dès les années 30, dès 1937-38, avec l'archéologie française. Des liens très très forts, en particulier avec le milieu des préhistoriens. Et on a toute une série de fouilles qui sont organisées en France par le parti nazi, par l'Amt Rosenberg. Et ce qui intéresse particulièrement cet institut, c'est la question du mégalithisme breton. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un peu une épine dans le pied de l'archéologie nazie, le mégalithisme breton. On ne peut pas dire que les Bretons soient des Germains, et on ne peut pas dire que le mégalithisme soit un phénomène véritablement germain, puisqu'on ne trouve pas de réalisation mégalithique aussi spectaculaire que celle de Bretagne en Allemagne. Alors, c'est gênant. Comment se fait-il qu'une civilisation aussi dominante, aussi puissante que celle du peuple germanique ait laissé se développer à côté d'elle des choses aussi impressionnantes que le mégalithisme, qui soient l'œuvre de sous-populations de type celtique ou en tout cas de type non germanique? C'est un problème. Et ce que vont chercher à démontrer les archéologues du Reichsbund, c'est qu'en fait, ces constructions ne sont pas locales.
est qu'elles ont été créées ou inspirées par des gens qui venaient de l'extérieur et qui venaient de Scandinavie, c'est-à-dire ces peuples indo-germaniques qui sont à l'origine du peuple germain. Et on va développer toute une série de fouilles, en particulier à Carnac. Là encore, ce sont des fouilles qui vont faire l'objet d'investissements techniques absolument hors de portée des archéologues français à cette époque. On va faire toute une série de relevés de photographies aériennes grâce à Luftwaffe. On va faire des relevés systématiques des alignements et des mégalithes. Et puis, on va développer des fouilles à Kerlescan qui vont tenter de démontrer que ces mégalithes sont destinés à constituer des zones cultuelles ou des sites funéraires d'aristocrates guerriers, et que ces aristocrates guerriers, ce sont des gens qui viennent de Scandinavie. Alors vous avez ici des images, de très rares images en couleur prises à l'époque, qui donnent une proximité très grande avec ces documents, et vous voyez qu'en fait on cherche évidemment à impliquer les populations locales. Ça c'est la fouille de Kerlescan. Vous voyez des petits Bretons en béret, en sabots, qui fouillent. En bas, c'est la paye. Vous avez un archéologue avec son grand casque colonial, ses grands billets, et puis on distribue l'argent aux petits fouilleurs qui attendent, les bras croisés, et puis vous avez un des petits qui est assis et qui tient le registre et qui note qu'est-ce qui a été alloué à chacun. Donc, des recherches en Bretagne, dirigées par Werner Hülle, des recherches, on a parlé de Julius André qui avait fouillé ce fameux site de culte germanique des Externsteine, qui, lui, réétudie les terrasses quaternaires de la Somme, les fameux sites dans lesquels Boucher de Perthes avait trouvé ses premiers objets paléolithiques. Et puis, Otto Reche, de l'université de Leipzig, lui étudie dans une optique qui n'est pas difficile à deviner l'anthropologie, les caractères anthropologiques des restes humains paléolithiques, pour démontrer qu'en fait, les restes anthropologiques de l'homme de Cro-Magnon ou de ceux contemporains du Paléolithique supérieur sont ou présentent des caractères d'origine germanique. Donc vous voyez une tentative de réécriture, en fait, et on va le voir de manière encore plus précise avec les projets de la RGK, Römische Germanische Kommission. Il y a une tentative de réécriture de l'archéologie française sous une optique ou par rapport à des problématiques qui sont explicitement ceux de l'archéologie de la Deutsche Vorgeschichte, de cette préhistoire raciale allemande. Alors, la Römische Germanische Kommission et l'Institut archéologique du Reich ne sont pas contrairement au SS Ahnenerbe et au Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte, ce ne sont pas des institutions qui ont été créées sous le Troisième Reich. C'est des vieilles institutions. L'Institut archéologique allemand, ça existe depuis la fin des années 1820. La Römische Germanische Kommission, c'est une de ces antennes qui est là pour s'occuper de l'archéologie allemande. Ce sont des institutions qui préexistent au développement des institutions proprement nazies. Mais elles sont dans une situation particulièrement inconfortable. Parce que si elles veulent continuer à travailler, si elles veulent pouvoir bénéficier de crédits, il faut qu'elles donnent des gages au régime. Et il faut qu'elles soutiennent d'une manière ou d'une autre les projets archéologiques qui sont d'une importance idéologique centrale pour le régime. Alors il y a toute une série de projets qui sont mis en place, et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de ces projets visent cette zone du glacis de l'ouest du Reich qu'on a vu tout à l'heure, cette zone qui s'étend de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Alors parmi ces projets, on retrouve nombre d'archéologues qui continueront à travailler après-guerre. Il y a Wolfgang Kimmich, qui a été dans les années 70 et 80 une des personnalités majeures pour l'étude de l'âge du bronze. Kimmich étudie l'extension de la civilisation des Champs-d'Urne, donc cette civilisation qui a attesté principalement en Allemagne du Sud-Ouest. Il étudie jusqu'où elle s'étend en France, et en particulier jusqu'où elle s'étend jusque vers l'Espagne. Et l'objectif de ce projet, c'est un objectif très important, parce que si on arrive à démontrer que la civilisation de l'âge du bronze, à partir duquel va se développer, ça les archéologues le voient bien, il n'y a pas de rupture, la civilisation du premier âge du fer, si on arrive à démontrer que ces Champs-d'Urne sont germaniques, eh bien ça signifie que la civilisation celtique du premier âge du fer qui se développe en France,
eh bien, elle aussi, elle est d'essence germanique. Et donc, les Celtes, en fait, c'est une branche des Germains, et une branche majeure. Wolfgang Dehn étudie, lui, les enceintes germaniques de l'âge du fer, et il étudie spécialement un type de rempart dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler, qu'on appelle chez nous le Murus Gallicus, signalé par César. Et César, comme vous le savez, le signale à propos de la guerre des Gaules, dans un territoire occupé par les Gaulois, occupé par des non-germains. Ce que Dehn vise à montrer, les recherches de Dehn visent à montrer, eh bien, c'est que ce type de rempart, certes, ça existe à l'époque de César chez les Gaulois, mais surtout, c'est un type de rempart qui préexiste chez les Germains. Et que c'est les Germains qui ont inventé ce type de rempart. Et si ça existe en Gaule, c'est parce que les Gaulois l'ont emprunté, parce que c'est venu chez les Gaulois. Mais en réalité, c'est un type germanique. Goethe et Niehaus étudient le peuplement germanique d'époque romaine, vous savez, dans ces troupes auxiliaires peuplées de Germains. Quelle est leur importance? Werner, Joachim, Hans Zeiss, que vous avez vu dans son superbe costume SS, étudie la colonisation du sol français, de la Bourgogne à la Somme, par les peuplements germaniques. Et ce qu'ils essayent de démontrer, c'est qu'en fait, les cimetières en rangée, qui caractérisent l'époque mérovingienne, c'est nous, eh bien ça, c'est un caractère ethnique propre à des populations racialement germaniques. Donc ça signifie que si on les trouve là, eh bien c'est parce que cet endroit était peuplé, occupé par des Germains. Neuffer s'occupe des enceintes préhistoriques du nord de la France, là encore avec l'appui de la Luftwaffe pour les photographies aériennes. Et ce qu'il cherche à montrer, lui, c'est que le développement de ces enceintes préhistoriques dans ces régions-là eh bien, est lié aux vagues de peuplement germanique. La chronologie de ces enceintes renseigne sur les vagues d'extension de la colonisation germanique à l'ouest du territoire allemand. Inventaire archéologique et recensement archéologique sont très importants. On recense toutes les publications archéologiques françaises qui sont, comme vous le savez, à cette époque-là, dispersées en de nombreuses revues locales, difficilement accessibles aux chercheurs allemands. C'est très important pour cette nouvelle recherche allemande qui va donc germaniser l'archéologie de la France de disposer de cette base documentaire. Donc il y a un énorme travail qui est fait pour systématiquement photocopier, c'est une technique tout à fait nouvelle dans les années 40, photocopier systématiquement tous les articles, toutes les publications qui peuvent intéresser de près ou de loin l'archéologie germanique. Donc vous voyez quelque chose qui est loin d'être anodin. Les archéologues maintenant, les archéologues allemands et le nazisme. On entend beaucoup dire, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu, c'est quelque chose qui s'est beaucoup dit après-guerre, les archéologues qui avaient été membres du parti nazi ont dit qu'en fait, ils étaient obligés, qu'on ne pouvait pas faire autrement que de s'inscrire au parti nazi. En fait, c'est tout le contraire. Dans un État totalitaire, l'inscription au parti, ce n'est pas quelque chose de massif. Et les autorités nationales socialistes avaient voulu que la participation du peuple allemand au parti nazi ne dépasse pas 10%. C'est celui d'une élite. Et on a fermé le parti nazi entre 1933. Il y a eu une vague d'inscriptions massives après la prise de pouvoir de Hitler. On l'a fermé pendant 4 ans, de 1933 à 1er mai 1937. En fait, il y a un engagement massif des archéologues dans le parti nazi. Ils sont plus de 85%, ils sont 86 quelque chose %. C'est de loin la corporation professionnelle qui est la plus nazifiée. Pour obtenir un pourcentage supérieur à celui des archéologues, il faut aller dans la garde personnelle de Hitler et dans le milieu des juristes. Les archéologues sont vraiment à fond dans le nazisme. Comme vous le voyez, un quart des archéologues sont SS. Et certains, comme Gustav Rieck, le fouilleur de Haut-Micheleux, sont d'authentiques criminels de guerre. Rieck s'occupait de la rééducation politique des prisonniers russes dans un camp de concentration dans le Luxembourg, et il est impliqué dans l'exécution massive de prisonniers de guerre. C'est quelqu'un qui est un criminel de guerre. Pourquoi les archéologues sont aussi massivement impliqués dans le nazisme? Ce n'est pas forcément pour des raisons strictement idéologiques, ce qui n'arrange rien à leur cas d'ailleurs. C'est que, en fait, comme vous le voyez, le nazisme offre à l'archéologie une possibilité inespérée de développement.
Et c'est un projet enthousiasmant. Vous avez des moyens pour voyager, on vous propose de fouiller des sites insignes, on vous donne les moyens de les fouiller à une échelle jamais atteinte jusqu'alors, on vous donne les moyens de travailler à une échelle européenne. Bref, c'est un âge d'or de l'archéologie allemande, le nazisme. Et ce qui a manqué à ces archéologues, c'est plus la conscience des conséquences qu'avaient leurs actes. Et précisément, si beaucoup se sont engagés dans le nazisme, c'est en refusant de voir les autres aspects de la politique nationale-socialiste. Là, vous avez ces deux images qui vous montrent l'endoctrinement incroyable des archéologues. Ça, c'était un congrès de préhistoriens à Ulm en 1937. C'est la foule des préhistoriens qui est là, qui fait le salut nazi. Et puis à côté, c'est un archéologue qui a travaillé avec Jakob Stahl, un élève de Jakob Stahl, qui s'appelle Langsdorff. Vous le voyez lui aussi dans son uniforme, qui se livre à une démonstration de propagande grossière dans laquelle il explique, vous le voyez, que les vases préhistoriques sont porteurs de svastikas et donc, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après-guerre ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu véritablement de dénazification. On a accusé un seul archéologue, Reinert, de s'être compromis avec le régime, mais c'est parce qu'en fait, c'était ses ennemis du SS Ahnenerbe qui l'avaient accusé, qui étaient en position dominante à la fin de la guerre. Ce qui est très gênant, c'est que, en fait, évidemment, ce n'est pas l'idéologie nazie qui s'est perpétuée après-guerre. Il y a eu ce que les archéologues allemands ont appelé un syndrome Cossina, c'est-à-dire qu'après 1945, il est devenu impossible de prononcer le mot ethnie ou le mot race à propos des vestiges archéologiques. Mais ce qui s'est transmis, c'est beaucoup plus insidieux que ça, c'est les méthodes, en fait. C'est la technicité de l'archéologie qui s'est transmise après-guerre, avec ces aspects qui se sont complètement développés après-guerre, inventaire archéologique, fouilles de sauvetage, diffusion de l'archéologie à grande échelle. Et c'est d'autant plus dérangeant, cet héritage de l'archéologie, que ceux qui l'ont promu, en fait, en Allemagne, étaient les gens qui, à l'origine, avaient travaillé au service du Troisième Reich et qui, dans les années 70 et 80, développaient une démonstration, c'est comme si on retournait un gant, en expliquant qu'en fait, c'était très important qu'on travaille à une échelle européenne, que l'archéologie ne connaissait pas de frontières, c'était très bien que les Français et les Allemands se réconcilient sur l'étude de civilisations qui ne connaissaient pas les frontières politiques actuelles, et que seule de l'entente amicale des scientifiques pourrait naître une archéologie véritablement efficace, neutre, performante, etc., etc. C'est dans les méthodes, en fait, que s'est prolongé le discours de l'archéologie du Troisième Reich. Et puis, l'autre aspect qui est extrêmement dérangeant pour nous, c'est que, comme vous l'avez vu, le fait qu'on ait porté les recherches sous le Troisième Reich à une échelle, à un développement jamais vu jusqu'alors, au XIXe siècle et au début du XXe, ça a constitué un corps de données, ça a constitué un ensemble de sites parfaitement documentés, malheureusement, par rapport aux sites maigrement étudiés ou documentés du XIXe siècle de matière générale. Ce qui fait qu'après-guerre, quand on a voulu discuter de l'archéologie, en particulier de l'archéologie de l'âge du fer, que je connais un petit peu mieux, eh bien on l'a discuté à partir des sites qui avaient été fouillés, qui avaient été mis en évidence par les archéologues qui avaient travaillé au service du Troisième Reich. Et donc on a continué d'une manière très insidieuse, non pas à reproduire le discours, mais à reproduire, si vous voulez, les champs d'intérêt qui avaient été ceux de l'archéologie du Troisième Reich. Et en particulier, il y a un cas qui est absolument frappant pour l'archéologie de l'âge du fer, et on s'en rend compte seulement parce que la situation commence à changer. Pour l'archéologie du premier âge du fer, ce qui était très important, c'est toute cette discussion sur l'organisation sociale, les princes de l'âge du fer, qui habitaient des résidences princières, qui se faisaient ériger des tumulus monumentaux avec des chars. Et cette image commence à changer aujourd'hui. Il y a de nouvelles fouilles qui sont réalisées sur le site de la Heuneburg, c'est ce site dont vous voyez l'image ici, qui a servi de référence pendant très longtemps. Et aujourd'hui, qu'on commence à faire des fouilles extensives, on est en train de complètement changer cette image. On n'a plus du tout l'image d'une place forte avec ce rempart
érigés par des aristocrates guerriers, mais on a au contraire l'image d'une immense agglomération qui couvre plusieurs centaines d'hectares, d'un type complètement inédit, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît des premières villes du domaine méditerranéen. Ça, on le sait parce qu'on a pu changer le corps des données. Mais pendant longtemps, et jusqu'à ces dernières années, en fait, du point de vue de la quantité, on travaillait essentiellement ou beaucoup sur des sites qui avaient été renouvelés ou révélés par les archéologues qui avaient travaillé au service du Troisième Reich. Alors, comment conclure ? Je ne voudrais pas prendre trop de temps. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que l'imbrication de l'archéologie et de l'idéologie nationale-socialiste, contrairement à une image très répandue, ça n'est pas un phénomène marginal. Il n'y avait pas des méchants nazis et puis des gentils archéologues, et parmi les gentils archéologues, quelques moutons noirs qui s'étaient mis au service de l'idéologie nationale-socialiste. C'est le contraire. C'est l'archéologie, ça fait partie d'un dispositif. Le régime le soutient, non pas parce qu'il trouve les archéologues sympas, mais c'est parce que l'archéologie, c'est important pour lui. Et c'est pourquoi l'archéologie a été complètement reformatée par le nazisme. Alors, c'est dérangeant pour nous parce que ça a été reformaté dans une manière moderne. Il faut dire qu'à de nombreux aspects, l'archéologie qu'on pratique aujourd'hui en Europe, c'est d'une certaine manière, dans la méthodologie, une archéologie post-nazie. Les fondements, les méthodes, c'est eux qui les ont mis en place. Donc ça signifie aussi que l'archéologie nazie s'est un pas miraculeusement en 1945 avec la chute de Berlin. Autant il y a eu une préhistoire du nazisme qui s'enfonce profondément dans le XIXe siècle, autant il y a une post-histoire qui, d'une manière objective, en fait, s'est prolongée dans les années 80, à partir du moment où les gens qui s'étaient mis à son service ont commencé à se retirer de la vie universitaire. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer là, c'est qu'en fait, c'est un problème qui est vraiment préoccupant dans la mesure où pour prendre cette image de Tchernobyl, c'est une catastrophe, le nazisme, et ça continue à vivre sous la forme d'une contamination. Ça a contaminé l'archéologie. La nazification de l'archéologie, ce n'est pas une parenthèse qui commence en 1933 et qui s'arrête en 1945. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre héritage, c'est quelque chose qu'on ne doit pas ignorer, évidemment, et c'est quelque chose avec lequel, malgré tout, on doit compter, avec lequel on doit faire quelque chose. Et toutes les difficultés de notre travail d'archéologue, c'est de savoir comment on peut intégrer ça à la fois comme quelque chose d'historique, c'est là, ça fait partie de notre héritage, et en même temps de s'en tenir éloigné parce qu'on sait à quelles conséquences terribles cette compromission de l'archéologie peut mener. Voilà, je vous remercie de votre attention.